Welcome, everyone. We'll be getting started in just about 1 minute. Bienvenue à tous, nous allons commencer dans environ 1 minute. Welcome, everyone. Welcome to those who are Bienvenue à toutes. participating in our Gender Justice Now. Bienvenue à toutes celles qui participent à ce symposium et toutes celles qui nous regardent sur YouTube. Je m'appelle Kat Owens et je suis la directrice de projet pour le projet litige stratégique féministe au Fonds d'action et d'éducation juridique, le FAEJ. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ce panel qui va porter sur le système judiciaire et l'égalité des femmes, des filles et des personnes LGBTQQ autochtones. Quelques informations. Vous pouvez accéder à des sous-titres en anglais et en français. Les sous-titres anglais seront dans la vidéo de YouTube. Si vous souhaitez accéder à des sous-titres en français, utilisez le lien que vous recevrez par email avec le lien YouTube. Nous partagerons également le lien pour accéder aux sous-titres français dans le chat de YouTube. Je me trouve à Takaronto, un mot mohawk qui signifie l'endroit sur l'eau où il y a des arbres. Cet territoire est dirigé par le traité une assiette avec une spoon, avec une cuillère. C'est un traité qui rassemble des peuples qui mangent dans la même assiette avec une seule cuillère. C'est-à-dire que nous partageons tous la responsabilité d'assurer que l'assiette ne soit jamais vide. Nous devons notamment prendre soin du territoire et des animaux qui s'y trouvent. Il n'y a pas de couteau sur la table. Nous devons rester en paix, en effet. En reconnaissant l'histoire de notre territoire et ma position de colon sur celui-ci, je me rappelle de ce que cela signifie pour moi et pour le FAEJ de travailler pour la justice de genre dans un système qui est basé sur le colonialisme et la suprématie blanche. Ce système continue de soumettre les autochtones, notamment les femmes, les girls et les personnes de LGBTQI autochtones à des niveaux disproportionnés de violence et de pauvreté. D'autre part, je me rappelle la résilience et la force des autochtones et de leur communauté, de celles et ceux qui continuent de lutter contre ces systèmes d'oppression. Je et nous devons faire plus pour remettre les voix de ceux qui sont marginalisés au centre de notre discussion. Et il nous faut lutter contre le patriarcat, mais aussi contre le colonialisme, la suprématie blanche et le racisme. Et ce n'est que de cette façon que nous réussirons véritablement à établir une justice de genre et la justice pour tous. Quelques informations avant de laisser la parole à nos modérateurs. Nous avons partagé un lien qui vous redirigera vers les biographies de nos intervenants. Vous trouverez également un lien qui vous redirigera vers un rapport qui a été écrit par Alana Roberts. Et c'est un rapport sur l'utilisation du système judiciaire en faveur de l'égalité des femmes, des filles et des personnes de LGBTQIA autochtones. Je vous recommande de consulter. Ce panel va être enregistré et nous partagerons le lien à la fin de la réunion. Et l'enregistrement sera disponible avec la traduction en français afin que tout le monde puisse comprendre. Je souhaite la bienvenue à Breanne,
qui est Brianne Lavallée-Ecker. Elle sera la modératrice. Elle est métisse. Elle vient de la Rivière-Rouge. Elle suit un master de droit à McGill actuellement. Ses recherches concernent la revitalisation du droit et du constitutionnalisme métis. Nous avons de la chance d'avoir Brianne parmi nous et en plus, elle fait partie du conseil d'administration du FAEJ. Bienvenue Brianne et merci d'avoir accepté de modérer ce panel aujourd'hui. Merci. Je m'appelle Brianne et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je viens du territoire du traité numéro 1. Et aujourd'hui, il fait très beau ici. Je souhaitais simplement vous présenter un peu mes intentions. Je sais qu'il y a beaucoup de réunions Zoom auxquelles vous devez aller et la fatigue se fait sentir. D'ailleurs, je la ressens avec l'université. Et je souhaitais que ce panel nous fournisse l'opportunité de nous donner la permission, si vous êtes d'accord, de ne pas regarder l'écran et de se contenter d'écouter, de se contenter d'être présent comme vous le souhaitez. Alors peut-être que vous allez refermer votre ordinateur portable ou vous détourner de celui-ci. Essayez de créer un espace où vous pouvez écouter et où on peut apprendre les unes des autres. Avant de présenter les intervenantes, je souhaitais vous donner plusieurs explications sur certains termes que je vais utiliser. On va parler de système judiciaire, de l'utiliser ce dernier. Je vais parler de système judiciaire colonial pour décrire la loi canadienne et en effet les lois. Donc il n'y a pas un seul système judiciaire, il y en a plusieurs. Il est très important de déterminer, d'être clair sur quel système judiciaire on parle. La première intervenante que j'ai le plaisir de présenter, c'est Lynn Gell. Elle est auteure et artiste. Son travail englobe à la fois la cause anticoloniale et la célébration du savoir autochtone. Elle conteste les pratiques, les politiques et les lois canadiennes du génocide colonial, telles que les revendications territoriales et le processus d'autonomie gouvernementale, la discrimination sexuelle de la loi sur les Indiens, la destruction continue d'Akpatok et des chutes de la Chaudière, un bien sacré des Anishinabés, et l'absence d'une politique canadienne tenant compte du fait que les femmes et les filles autochtones et handicapées sont plus souvent victimes de violences sexuelles. Elle utilise des ceintures wampum, réalise des formations rocheuses, peint et réalise des performances artistiques numériques. Elle a 2 livres. The Truth About Wampum Tells, My Dabuwin on the Algonquin Long Claims Process et un autre. Elle finalise actuellement la révision d'un manuscrit sur sa contestation de la charte de la politique de paternité inconnue et non déclarée de l'AINC. Elle fait également des recherches sur l'histoire d'Akpatok. On la consulte souvent pour commenter des questions qui regardent les autochtones. Prochaine intervenante, Naomi Metalik. Naomi est originaire, je m'excuse pour ma prononciation, de la communauté Mi'kmaq, une Première Nation, dans le district de Guespewagi. Elle est professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université d'Alousie, où elle est titulaire de la chaire du chancelier en droit et politique autochtone. Elle est titulaire d'un BA, d'un LBB et d'un LLL, ainsi que d'un LMM, et a occupé le poste de clerc à la Cour suprême du Canada. Elle continue d'exercer son droit chez Burkers LLP à Halifax. En tant que juriste, elle souhaite surtout écrire sur la façon dont la loi peut être exploitée pour promouvoir le bien-être et l'autodétermination des peuples autochtones au Canada. Maintenant, nous passons à Bess Cotière. Je m'excuse pour la prononciation encore une fois. Bess vient d'Igloolik au Nunavut. Elle a grandi à Ottawa, en Ontario. Elle a étudié la sculpture, l'installation et la culture visuelle autochtone à l'Université OCAD de Toronto, avant d'aller à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Elle est actuellement avocate de droit civil à la Maliganic Tukisinyakvik, la commission des services juridiques du Nunavut, à Iqaluit, où elle avait occupé un poste de stagiaire précédemment.
Après cette période, elle a travaillé avec des avocats des droits de l'homme en Afrique du Sud sur les questions du droit au logement et à la terre dans le cadre du programme international de jeunes juristes de l'Association du barreau canadien. Et enfin, j'ai le plaisir de présenter Alana Robert, qui est une avocate métisse du Manitoba qui travaille comme adjointe au litige chez McCarthy Tétrault à Toronto. Elle a fondé Justice for Women Manitoba, siège au conseil d'administration du Native Women's Resource Center de Toronto, et a récemment rédigé un document de travail pour le FAEJ sur l'utilisation du système judiciaire en faveur de l'égalité des femmes, des filles et des personnes LGBTQIA autochtones. C'est le document que Kat a mentionné au début du panel. Les plaidoiries d'Alana concernent la lutte contre la violence sexiste et la violence à l'encontre des MMIG2S, des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Son travail dans ce domaine a été reconnu par le prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire Personne et le prix Inspire de la jeunesse métisse. La première question pour notre panel d'intervenantes a été tirée par le titre de ce panel. Je pense que c'est un bon moyen de commencer cette conversation. Cette question, c'est, nous pensons souvent à comment nous pourrions utiliser le système judiciaire colonial de manière stratégique, mais est-ce que l'on peut avoir une approche stratégique vis-à-vis des limites de ce système? Est-ce que ces limites peuvent être perçues comme des opportunités de résistance? Nous allons écouter les réponses de Lynn en premier. Bonjour, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous m'entendez? Merci Brianna, merci Kate. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce panel. Ma position ici est peut-être un peu différente de ce à quoi vous vous attendez, on va dire. Mais avant tout, je dois vous dire que, en tant que personne qui a fait l'expérience du système judiciaire, je ne pense pas que ce soit un lieu approprié pour la résistance. Le ministère de la Justice a beaucoup de pouvoir à tout l'État derrière lui. Et donc, il y a eu l'accaparation des terres et des ressources indigènes. Et par exemple, vous savez, les femmes indigènes ont eu besoin de 50 ans de plaidoyer pour contester la discrimination sexuelle de la loi sur les Indiens. Il était très important pour nous, les femmes, de faire ce travail, c'est-à-dire nous, les 6 célèbres, Marie, Jeannette, Yvonne, Sandra, Sharon et moi-même. Donc, il était important pour nous de faire ce recours de groupe et de forcer le Canada de se tourner vers une égalité officielle. Et donc, selon moi, c'est la stratégie du Canada qui souhaite manipuler les femmes. Certaines vont mourir, certaines vont abandonner. Et il y a aussi un autre exemple. Lorsque l'on se penche sur, vous savez, les peuples autochtones sont souvent traînés devant les tribunaux. Et il y a plusieurs affaires dans ce cas, notamment avec l'affaire Calder, dont l'objectif était de nous dépouiller de nos droits. Il y a donc la politique de génocide continue à travers le cadre de reconnaissance et d'application des droits indigènes. Et aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de manipulation des esprits, des corps et de l'énergie autochtone. Merci. Merci beaucoup, Lynn. Je pense que tu as mis en lumière un aspect très important du droit, un aspect que les avocats mettent de côté. Donc, je pense que quelquefois, on oublie très facilement que ces facteurs sont en jeu. Donc, merci beaucoup d'avoir attiré notre attention là-dessus. Naomi, est-ce que tu as une opinion sur la question? Bien sûr. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de parler lentement. Je ne suis généralement pas très douée pour ça, mais on m'a rappelé de le faire. Alors, je pense que c'est l'introduction la plus longue, la réponse la plus longue que je vais donner, mais c'est ma préférée.
Donc, je vais essayer de ne pas trop prendre trop de temps. Mais je pense que ça va prendre environ 10 minutes. J'espère que ça va aller. Alors, pour cette question, je me suis penchée sur le système judiciaire, sur les façons dont il a été utilisé pour protéger les droits de la personne, des femmes, des jeunes et des femmes autochtones. Il y a eu des succès, mais il y a également des problèmes d'accès à la justice. Donc, si l'on revient à votre question, ici, il ne s'agit pas d'utiliser le système en tant que résistance, mais plutôt que résister, c'est aussi connaître les défis auxquels on fait face. Donc, c'est de ça dont je voulais parler. Et j'ai pris quelques exemples. Tout d'abord, dans certaines affaires, il y a eu des plaintes au niveau des droits de la personne, au niveau de l'inclusivité, la sous-représentation des programmes comme la loi sur les Indiens ou le Métis Settlement Act. Donc, il y a eu des succès, mais il y a eu des succès tout au long du processus. Mais il y en a eu plusieurs il y a eu des changements grâce à ces affaires, des changements législatifs, mais ces changements sont fragmentaires. D'ailleurs, le juge a fait des commentaires, il a dit que le gouvernement devait arrêter de fournir des solutions fragmentaires. Il y a d'autres affaires de ce type, mais nous faisons face à des défis. Donc, en 2018, il y a eu une affaire devant la Cour suprême du Canada qui s'appelait Matson et Andrews. Et la Cour a décidé que la loi sur les droits de la personne du Canada ne pouvait pas être utilisée pour contester la législation de la loi sur les Indiens. Il y a également eu une autre affaire sur la Cour suprême sur la sous-inclusivité. Il y a également eu l'affaire Cunningham en 2011 qui n'examine pas l'impact de la loi coloniale, des politiques coloniales sur la création de distinctions arbitraires. Par exemple, il y a plusieurs programmes qui sont qui peuvent être discriminants, mais Monsieur Koenig, donc avec cette affaire, ça a un peu changé, mais il y a beaucoup de défis, disons. Je voudrais parler également des affaires où nous avons été confrontés au sous-financement systémique, notamment les réserves, mais cela va bien au-delà de cette question. Mais c'est le premier type de service auquel je pense, la garde d'enfants, le logement, l'accès à l'eau, la police, voilà, tous ces types de services. Nous avons eu une décision édifiante du tribunal du Canada sur les droits de la personne en 2016 qui a reconnu le sous-financement des services liés à l'enfance et affirmé que les enfants et les familles autochtones avaient droit à un financement suffisant de ces services. Nous avons également fait valoir que le débat juridictionnel ne devait pas empêcher le financement de ces services infantiles et maternels. Et cette décision était édifiante, importante. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet. Mais au final, le Canada n'a pas mis en œuvre de véritables changements. Et il y a toujours les mêmes problèmes. La protection de l'enfance, les services de l'enfance sont toujours sous-financés. C'est également le cas de l'éducation, du logement, de la police. Et plutôt que de résoudre le problème,
il faut toujours porter toutes ces questions auprès du tribunal du Canada sur les droits de la personne. Donc, l'affaire est en suspens pour l'instant. Et pourtant, il faudrait pouvoir régler ces affaires, ces questions de façon beaucoup plus rapide que de faire valoir l'article 51C. Donc, même avec cette superbe décision concernant la protection de l'enfance, nous avons dû continuer à nous battre pour les droits des enfants autochtones et il faut continuer notre travail de lobbying, notre travail auprès des tribunaux. Et cela fait, Cindy Blackstock a dû retourner au tribunal au moins 10 fois, peut-être même plus, pour essayer de faire avancer l'affaire. Elle travaille inlassablement sur cette question et cela vous montre un petit peu les défis auxquels on est confronté vis-à-vis du système judiciaire. Un autre point que je souhaitais mentionner porte sur le principe de Jordan, qui est devenu un programme dans le cadre du ministère des Services autochtones. Alors, c'est un côté positif. Cela permet aux enfants et aux familles de dire s'ils n'obtiennent pas le même niveau de service que d'autres enfants ou d'autres familles canadiennes. Mais c'est également pervers si on y pense, parce que cela normalise un système dans lequel les membres Premières Nations ont moins de services que les autres Canadiens. Et donc, plutôt que de résoudre les problèmes d'inégalité, ce programme, en fait, permet l'existence de ces inégalités systémiques. Et ça me préoccupe profondément. Et puis, le principe de Jordan, malgré les aspects positifs, n'a pas amené à de véritables changements sur le terrain. Il n'y a pas eu de véritable discussion sur la répartition des responsabilités vis-à-vis des peuples autochtones. Avec ce programme, il n'y a que le Canada au niveau fédéral qui paye. Il n'y a pas eu de répartition précise de la responsabilité au niveau des autres échelons. Et pourtant, d'après la Constitution, il y a des responsabilités à différents niveaux en ce qui concerne ces services autochtones. Et en raison de ces problèmes de fonctionnement, il est possible que le Canada décide tout simplement de ne plus mettre la main au portefeuille et que ce programme disparaisse carrément. Donc voilà un petit peu les difficultés qu'il nous faut résoudre. La façon dont il y a une répartition des pouvoirs au niveau constitutionnel, et cela ne permet pas une véritable égalité pour les peuples autochtones et c'est vraiment la cause du problème. D'ailleurs, même à ce titre, le principe de Jordan est un serpent qui se mord la queue parce que si je veux faire valoir le financement de services pour les peuples autochtones, je vais devoir faire valoir cette affaire auprès d'une commission de protection des droits de la personne au niveau provincial, au niveau fédéral. Bref, la procédure est extrêmement complexe et ça, c'est également problématique. Alors, j'essaye de recourir à la charte, aux droits administratifs, aux droits autochtones pour résoudre certaines de ces inégalités. Donc, j'ai recours à différents outils législatifs, mais c'est très compliqué. Et c'est parce que le système de prestation de services vis-à-vis des peuples autochtones pâtit d'un manque de législation, un manque de normes et un manque de financement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est toujours la même chose. Les différents niveaux de gouvernement préfèrent que ce soit le gouvernement fédéral qui s'en charge, mais ça ne va pas être éternel. Donc, il y a des difficultés très concrètes qu'il nous faut résoudre. Et puis, d'un point de vue stratégique, pour ce qui est des solutions à notre disposition, je dirais qu'il faut vraiment éduquer les juges, les avocats.
des fois, cela tient simplement à l'interprétation de la loi par les juges. Mais voilà, l'éducation a un rôle important à jouer. Et puis, nos alliés qui vont nous aider dans notre mission de défense. Alors, si j'avais une baguette magique et je pouvais changer le monde, je ferais mettre en œuvre la recommandation 1.17 de l'enquête sur les femmes, filles de LGBTQIA autochtones disparus et assassinats, et ce qui permettrait la création d'un médiateur sur les droits de la personne. Et je pense que si l'on pouvait créer ce genre de rôle, ça serait vraiment formidable. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Euh, Brianna, il y a une autre question. Est-ce que j'y réponds tout de suite ou est-ce qu'on garde ça pour plus tard? Oui, on va attendre, on gardera ça pour plus tard. Merci beaucoup, merci Naomi. Ça fait une très bonne transition avec la prochaine intervention ou la prochaine question. Donc, la prochaine question est la suivante. Comment nous, en tant que professionnels et universitaires, pouvons-nous garantir que nos communautés soient à l'avant de ces travaux? Comment pouvons-nous optimiser nos connaissances du système juridique colonial sans devenir complices du système? Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Euh, Effectivement, je pense que c'est vraiment important que les communautés autochtones soient à l'avant de ces travaux. Et il est essentiel de respecter le fait que les peuples autochtones ont la solution aux problématiques en question. Elles doivent être autonomes. Et pour cela, je pense qu'il faut être prêt à écouter ce que disent les peuples autochtones. Il ne faut pas partir du principe que nous savons ce qu'ils veulent ou ce qu'ils devraient vouloir. Parfois, avec un regard extérieur, on pense que les peuples autochtones recherchent des dommages-intérêts, des compensations financières, mais en réalité, leur vision de la justice, c'est de guérir, rétablir la paix dans les relations. Et donc, par exemple, si on a été doté de 2 oreilles à la naissance et d'une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Et je pense qu'il faut vraiment garder cette vision à l'esprit. Il faut vraiment comprendre l'expérience vécue de ces personnes et être prêt à écouter ce qu'elles ont à dire. Je pense qu'il est également important de penser à ce que nous savons des peuples autochtones, de leur expérience, et c'est vraiment essentiel. Alors, pour éviter de devenir complice de ce système, il faut maintenir un lien avec les communautés. Donc, tout avocat, tout juriste peut le faire. Il s'agit par exemple d'assister à des événements organisés par les peuples autochtones ou prendre l'initiative de se cultiver euh, en lisant des travaux publiés par des personnes autochtones. Pendant la période de confinement, pendant l'épidémie de Covid-19, c'était aussi la possibilité de prendre le temps de se cultiver sur ces questions. Et cela permet de développer une compréhension plus générale de leurs expressions, de leurs expériences et de leur histoire. Donc, dans la profession juridique, on a tendance à se détacher de leurs connaissances, de leur vision du monde euh, dans notre travail au quotidien, et pourtant nous devons maintenir ce rapport aux peuples autochtones afin de nourrir notre connaissance et aider à pallier les défaillances du système juridique. Et c'est ainsi que nous ne nous rendrons pas complices de ce système. Il faut également se rappeler les réalités auxquelles nous sommes confrontés et qui nous amènent à lutter contre le statu quo. Se rappeler que les femmes, filles de LGBT autochtones sont 12 fois plus susceptibles d'être assassinées ou de disparaître par rapport à d'autres groupes de femmes au Canada. Et c'est la réalité également en cette période de COVID-19. Roderica Ribbonleg était une jeune fille de 15 ans, originaire de la Rivière Rouge en Alberta. Elle voulait aller à l'université, mais elle a perdu la vie. On a retrouvé son corps dans une forêt en juillet en Alberta. Et
sa famille, sa communauté se souvient d'une jeune fille pleine de vie. Et si je parle d'elle, c'est parce que c'est une mort parmi tant d'autres et cela représente la tragédie des conséquences du statu quo, de ce qui se passe quand on ne fait rien. L'enquête nationale sur les femmes, filles et autochtones disparues et assassinées a conclu à des milliers de morts et de disparitions de femmes et filles autochtones et de LGBT et que cela était dû à la violence coloniale, au racisme et à l'oppression. Et donc, en tant que juristes, nous devons faire en sorte que notre travail permette d'apporter des sauvegardes face à ce système. Il nous faut reconnaître l'ignorance et le racisme existent dans la profession juridique. Il faut appeler un chat et il faut pouvoir être capable d'aller de l'avant tous ensemble. Nous devons apprendre et comprendre et c'est ainsi que nous pourrons changer, exercer différemment parce que nous n'avons pas toujours été à la hauteur dans notre façon de représenter les peuples autochtones. Donc, nous devons être capables de nous remettre en question et de changer. Alors, j'aimerais partager quelques astuces qui peuvent être intéressantes à mettre en œuvre. Par exemple, exercer de manière compétente d'un point de vue culturel. Donc, nous avons différents outils, différents instruments tels que la commission Vérité et Réconciliation, l'enquête nationale sur les femmes, filles et personnes de LGBTQIA disparues et assassinées. Nous pouvons nous inspirer de ces instruments afin de représenter de manière plus compétente les peuples et nations autochtones. Il faut prendre le temps de construire des relations approfondies avec ces personnes. Il faut adopter une approche unique, différenciée et reconnaître la diversité d'histoire, de culture, de géographie, d'expérience des Premières Nations, Inuits, Métis, afin de représenter la variété de ces forces et nous inspirer de leurs expériences. Cela nous permettra d'exercer de manière plus efficace, plus compétente d'un point de vue culturel. Il faut également exercer le droit de manière à réduire le préjudice. La capacité du système juridique à perpétuer les préjudices, les traumatismes n'est un secret pour personne. Le processus d'évaluation du règlement des pensionnats nous a ramenés à une époque où nous ne pensions jamais retourner. L'affaire Cindy Glaydu est un exemple de la façon dont le système juridique a totalement abandonné les victimes. C'est une affaire catastrophique, dramatique, qu'il ne faut pas oublier. Alors, nous devons exercer le droit de manière à réduire le mal qui peut être fait. Nous devons promouvoir une culture où les peuples autochtones se sentent en sécurité dans leurs interactions avec le système juridique. Ils savent ce qui est le mieux pour eux et donc nous devons respecter leur souveraineté. Nous devons reconnaître la façon dont les structures coloniales peuvent fausser la façon dont sont présentés les peuples autochtones et leurs expériences. Nous devons embrasser l'autodétermination des peuples autochtones en rétablissant leur pouvoir, leur contrôle là où on leur a retiré. J'aimerais parler également des travaux de Myrna McCallum. Elle a lancé un podcast qui s'appelle The Trauma Informed Lawyer. Je vous invite à suivre ces podcasts. Alors, tous ces outils nous permettent de devenir des véritables alliés et de mettre en question des systèmes d'oppression et d'accompagner les peuples autochtones dans ce cheminement. L'idée est de pouvoir ensemble régler ces problèmes. Alors, quand on exerce le droit de cette manière, nous pourrons montrer aux autres ce qui peut être fait et transformer la culture juridique coloniale. Alors, toutes ces recommandations, finalement, on peut les résumer sur la nécessité de construire des relations sincères
Alors, j'aimerais reprendre la recommandation numéro 15.7 de l'enquête sur les femmes, filles et personnes de LGBT QQIA autochtones disparues et assassinées, qui dit créer l'espace et le temps pour créer des relations basées sur le respect en tant qu'être humain et soutenir, embrasser les différences dans un esprit de gentillesse, d'amour et de respect. Je pense que c'est très humain et que c'est nécessaire dans notre travail de lutter contre ce système, y compris en renforçant la reconnaissance des lois autochtones et les ordonnances juridiques de ce pays. Naomi, est-ce que vous souhaitez, pardon, commenter? Alors, en fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'était très intéressant, c'était très complet. Alors, peut-être que pour ce qui est de la profession juridique et les universitaires, je pense qu'il est important que les communautés autochtones soient représentées et leur représentation dans ces espaces permettra implicitement et explicitement de créer des espaces plus sûrs pour ces personnes. Donc la question de la représentation est fondamentale. Il faut créer les conditions d'autonomisation de ces communautés. Par exemple, lorsqu'un universitaire autochtone essaie de collaborer avec la communauté, les possibilités sont décuplées. Donc, la question de savoir qui travaille avec les communautés autochtones a son importance. Je pense que la question de la compréhension des connaissances est également importante. Par exemple, l'absence de connaissance des juges du système judiciaire au Canada a un rôle à jouer dans ces inégalités. Forcément, si on ne sait pas comment le système fonctionne, comment peut-on prendre des décisions qui ne soient pas dans la continuité de cette oppression des peuples autochtones? Merci beaucoup, Naomi. Lynn, merci. Je suis ravie de pouvoir répondre à cette question du point de vue d'une personne qui est à l'intersection du genre et du handicap. Les peuples autochtones ne pourront pas prendre soin des femmes et des filles autochtones sans une souveraineté commune avec les personnes et les territoires autochtones. Il y a un lien entre les droits au territoire et le lien que nous avons avec nos propres lois, nos propres systèmes d'éducation et services sociaux. Nous ne pouvons pas changer nos propres systèmes sans les ressources de nos territoires. Ce n'est pas possible. Monsieur, le la première chose que nous devons faire, c'est former les avocats afin qu'ils comprennent la doctrine de la découverte, car le modèle canadien doit être contesté. Ils doivent comprendre que le modèle canadien ne respecte pas l'état de droit pour ce qui est des droits de la personne des autochtones. Et les avocats ont l'obligation éthique de faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour lutter contre cela. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Lynn. Tu as prononcé certains de mes mots préférés. Question suivante. Et je pense que ça va bien avec la conclusion de Lynn. Comment trouver un équilibre entre le système judiciaire anticolonial avec nos efforts de revitalisation? Naomi, je pense que ce sont deux choses qui doivent arriver en même temps. D'ailleurs, il faut mener ce travail de revitalisation
Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous savez, je travaille avec des méthodes de revitalisation de la loi autochtone et je travaille avec d'autres personnes qui sont présentes sur place ces dernières années. Et c'est le genre de travail qui m'apporte beaucoup de joie parce que je travaille avec ma langue, avec mon histoire. C'est très intéressant. Donc, c'est un travail excellent et mes étudiants, surtout les autochtones, sont d'accord avec moi. Mais vous savez, vous savez, ils sont très enthousiastes vis-à-vis de la loi des Autochtones et je dois un petit peu les arrêter. Quoi qu'il en soit, si vous pouvez suivre mon cours sur le sujet, si vous voulez ajouter un peu de joie à vos vies et pour mettre en œuvre nos lois et nos juridictions autochtones, il y a beaucoup d'intersections entre le système judiciaire autochtone et celui du Canada. Il va falloir les comparer et il va falloir donc comparer ces lois, ces juridictions avec différentes approches et on peut le faire de différentes façons, hein, les moyens sont là, mais il y a plusieurs questions auxquelles on doit répondre. Donc voilà, tel est le scénario sur lequel j'ai commencé à travailler dans le cadre de mon doctorat, donc l'application de la loi autochtone et je pense que c'est très intéressant. C'est tout. Merci Naomi. Lynn? Merci de me donner l'opportunité de répondre à cette question. Il nous faut former les jeunes avocats à la loi indigène. Il faut qu'ils comprennent les limites du positivisme juridique occidental. Ils doivent comprendre que la loi autochtone est plus proche du droit naturel. Nous avons besoin de former les avocats à nos traditions. Ils doivent comprendre que l'air, l'eau et la terre sont sacrés, que le monde naturel est sacré. Nous devons les former afin qu'ils comprennent que la méthodologie du positivisme juridique n'est pas une mythologie où la moralité reste intacte. Nous devons les former afin qu'ils comprennent que le pouvoir, ce n'est pas la vérité. Les avocats doivent comprendre que croire au sacré, c'est beaucoup plus intelligent que de vivre dans un paradigme qui détruit l'eau, l'air et la terre. Les croyances sacrées ne sont pas des vestiges stupides du passé, ce sont des croyances intelligentes et les avocats doivent comprendre, comme le dit John Burroughs, que le Canada doit reconnaître et harmoniser les lois autochtones avec le common law britannique et le droit civil français. Il indique que l'harmonisation de la loi indigène, que la loi de l'harmonisation indigène se penche sur les ordres, sur l'ordre de gouvernance et l'ordre juridique, sur leurs liens entre et leur interaction avec les uns avec les autres. Merci Lynn. Quatrième question, comment est-ce que vous prenez soin de vous? Et nous avons abordé certains de ces sujets. Alors, comment est-ce que vous occupez de vous et comment est-ce qu'on peut prendre soin les uns des autres? Alors, Bess, on ne t'a pas encore entendu. Tu peux également peut-être nous répondre aux questions de 3-4 dans ta réponse. Alors, désolée, je souhaitais traiter toutes ces questions ensemble. Je pense que ça a beaucoup plus de sens. Alors, j'ai un cadre dans ma tête qui correspond à ma compréhension. Je pense que peut-être que beaucoup d'intervenantes aujourd'hui ne sont pas autochtones. Donc, j'espère que ce sera également l'opportunité de leur présenter les traditions autochtones.
I wanted to address something first. Je souhaitais d'abord vous dire quelques mots. I believe in my introduction, Brianne mentioned that Alors, Brian a dit que j'ai étudié going in l'art avant d'étudier le droit et et j'ai amorcé un tournant très drastique parce que mon cousin est mort alors qu'il était, avec la police. Il était arrêté. Donc à l'époque, je n'ai pas vraiment compris quelles étaient les procédures en place. Donc je pense que c'est une expérience que je devais partager. Aujourd'hui, je n'en parle pas très souvent puisque j'ai passé à autre chose. Je suis passée à autre chose, même si on ne tourne jamais véritablement la page. Mais voilà, on apprend une chose, on en apprend l'autre, on passe à autre chose. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de comprendre les structures coloniales, les lois coloniales. Je vous en parle parce que je crois qu'on ne va pas parler du système pénal aujourd'hui. Mais alors que j'ai beaucoup travaillé dessus, je fournis de l'aide juridique et j'ai écrit un article sur le droit pénal. Il y a beaucoup d'euphémismes qui ont été utilisés sur le sujet, mais les autochtones continuent d'être criminalisés sur leur propre territoire. C'est la violence coloniale du Canada. Donc, je souhaitais parler de ça et commencer par ça. En deuxième lieu, j'ai des commentaires dans le domaine féministe. Je ne suis pas à l'aise avec le féminisme ces derniers temps. Mais je souhaitais vous dire que je m'identifie en tant que féministe. Mais selon moi, c'est un moyen de comprendre la profession. Je ne me focalise pas seulement sur l'avancement des femmes. Et le panel d'hier sur l'intersectionnalité a mis en lumière le caractère multidimensionnel du système d'oppression en place. Quoi qu'il en soit, je passe à mon prochain point. Je souhaitais vous parler de la façon dont je comprends les choses, ma vision des choses. Je pense que la justice qui est différente du droit passe par l'harmonisation des relations. Beaucoup d'entre vous en ont déjà parlé. Le système judiciaire du Canada décide de ne pas créer la justice, mais plutôt de la hiérarchie et de l'oppression. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les dynamiques historiques et du pouvoir en jeu sont toujours très importantes. La résistance n'est nécessaire que lorsque les dynamiques de pouvoir sont déséquilibrées. Donc, lorsqu'on parle de résistance, c'est une opportunité. Donc, parler de résistance en tant qu'opportunité, c'est incorrect puisque la résistance dérive de l'oppression. La liberté de toute oppression est hors de cette dynamique et se retrouve dans la pratique des traditions autochtones, car c'est là que se retrouvent les véritables opportunités des autochtones. Mais notre oppression continue, notre colonialisation continue. Certaines personnes sont mieux placées pour agir en tant que résistants et d'autres sont beaucoup mieux placées pour préserver nos traditions autochtones. Et ces deux rôles doivent être joués, mais dans la réalité, des gens jouent différents rôles dans différents espaces à différents moments. Par exemple, pour moi, le rôle de l'avocat indigène, et alors là, je vais généraliser, je sais qu'il y a des nuances avec des exceptions, mais lorsque je parle de l'avocat autochtone, certains avocats ne veulent pas traiter de la loi autochtone et certains avocats non autochtones travaillent dans la loi autochtone.
Bref. So again, I view the role of the indigenous lawyer Donc, as selon one that moi, tries to balance l'avocat colonial system. autochtone, son rôle, c'est de contenir le système colonial en limitant son interférence avec la souveraineté des autochtones. Donc, pour moi, j'imagine devant moi quelqu'un qui va barricader une porte pour empêcher un assaillant d'entrer. Et s'ils peuvent aller plus loin encore, c'est mieux. Ce qui est important, c'est de connaître le rôle que vous jouez et pourquoi. Et ce niveau de conscience, selon moi, est nécessaire, mais peut vous emmener les pinceaux et c'est difficile, ça prend beaucoup d'énergie. En tant que professionnel et universitaire, nous risquons de tomber dans un piège hiérarchique et nos diplômes, nos titres professionnels, nos récompenses se prêtent à une culture d'élitisme et de racisme systémique qui se pratique dès la naissance. En tant qu'avocat ou législateur, nous devons mettre en place un espace pour nos clients et pour les plus exclus dans les communautés que nous servons et nous devons mettre leur voix au centre de notre discours. Et les expériences que nous vivons sont la clé pour pouvoir traiter les problèmes à leurs racines et nos théories peuvent nous aider à récolter ces informations et les assimiler et nous dépendons de cela pour pouvoir amorcer un changement. Et j'en arrive à la dernière question, comment prendre soin de nous? Je pense que c'est une question très importante, puisque si l'on considère que la justice repose sur des relations harmonieuses, simplement parce que la conscience et l'harmonie doivent être préservées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'essaie de faire en sorte que ma pratique spirituelle soit assidue, aussi assidue que mon travail juridique. Et j'encourage les autres à faire de même, sous quelque forme que ce soit. Quoi qu'il en soit, nous tentons de comprendre la loi, mais nous devons nous rapprocher de nous-mêmes, pas de la loi. Et je souhaitais également conclure avec des points un petit peu plus importants. Le fait que nous voyons la justice comme des relations harmonieuses, cela ne signifie pas que l'on doit aimer tout le monde ou être gentil avec tout le monde ou faire en sorte que tout le monde soit gentil ou vous aime, avec vous, vous aime. Et je vais vous fournir des informations. Donc, lorsque le Nunavut a été créé à travers le traité de Nunavut, ce traité par ce traité, les Inuits ont abandonné beaucoup de droits afin que leur territoire soit reconnu. On pense que c'est un gouvernement autonome, mais ce n'est pas vrai puisqu'il suit le type de gouvernement préconisé par Westminster. Donc, pendant les négociations, le gouvernement fédéral a négocié avec les peuples du Nunavut. Et donc, dans le traité, on parlait de maintenir des relations harmonieuses et on parlait aussi des Inuits qui seraient égaux aux citoyens canadiens et qui ne seraient pas discriminés. Malheureusement, ce n'est pas de cette façon que nos relations ne sont pas comme ça en ce moment. Les autorités du Nunavut possèdent beaucoup de programmes et de politiques qui s'adressent à la démographie non inuite au Nunavut. Les Inuits continuent de faire face à des discriminations sur leur propre territoire
Et cela est possible parce on manque de financement, de ressources et d'infrastructures. Et, le traité du Nunavut n'est pas appliqué, notamment en termes d'éducation et de logement. Donc, je souhaitais tout simplement vous dire que, étant donné qu'il y a beaucoup d'approches différentes vis-à-vis de la loi et du droit, les peuples autochtones ont essayé de maintenir des relations harmonieuses avec le gouvernement du Canada, mais il n'y a pas eu de réciprocité. Alors, je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous dire tout ça. Tout à fait. Tout à fait. C'était très important. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit sur la connaissance de soi qui est nécessaire même pour remplir différents rôles. Je pense que c'est important. Et ce qui m'a frappé, c'est quand on connaît notre rôle à jouer, quelle que soit notre position, nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. Donc, merci d'avoir mentionné ce point. Question suivante pour Lynn. Dans le système juridique colonial, les mots sont souvent fixés, rigides et restrictifs. Comment est-ce que cela a des impacts sur les réalités vécues des femmes et filles autochtones et de LGBTQIA? Merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Alors, là encore, je vais m'appuyer sur mon expérience de femme autochtone et victime d'oppression intersectionnelle. Alors, c'est mon expérience que les mots inscrits dans la loi ou qui ne sont pas inscrits dans la loi sont utilisés pour excuser la capacité des employés du Canada à raisonner correctement après avoir créé un vide juridique dans la loi sur les Indiens en 1985 sur la question de la paternité inconnue et non déclarée au Canada, l'INC, les gens ont dit « Ah, on ne savait pas ce qui se passait. Non, non, on n'était pas au courant. » Et en fait, c'était incroyable. Le législateur a intentionnellement créé ce vide juridique pour se dégager de toute responsabilité. Et c'est le problème du positivisme juridique et de la façon dont le pouvoir fausse la vérité. Le positivisme juridique extrait tout ce qui est bon de la condition humaine et le transforme en quelque chose d'épouvantable. Alors, pour ce qui est de la question des peuples autochtones, des personnes autochtones handicapées, les personnes autochtones sont 2,3 fois plus susceptibles d'avoir un handicap par rapport à la moyenne nationale. Et dans certaines communautés aborigènes, il est estimé que 40% des personnes sont handicapées. 83% des femmes handicapées, quant à elles, subissent une forme de violence sexuelle au cours de leur vie. Alors, nous devons éduquer les personnes sur le fait que le handicap, la maladie se nourrissent des structures, des lois, des politiques et des pratiques oppressives. Les corps des personnes autochtones ne sont pas inférieurs, ne sont pas en moins bonne santé normalement, naturellement, que le corps des autres personnes. C'est simplement parce que les lois politiques, pratiques coloniales nous ont conduits à vivre sur des terres polluées, à boire de l'eau polluée, à respirer un air pollué, à avoir une mauvaise alimentation, de mauvais logements et un système de santé défectueux. Et il ne faut pas oublier que les personnes handicapées sont de cibles plus faciles de violences sexuelles. En raison de leur handicap, elles ne peuvent même pas s'échapper. Certaines sont en chaise roulante, d'autres sont sur leur lit d'hôpital, ne sont même pas en capacité parfois de crier. Telle est la réalité vécue de si nombreuses personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à répondre à cette question, Brianna. Merci beaucoup. Merci, Lynn. Question suivante. Une question également profonde qui soulève de nombreuses autres questions.
Alors, sur la base de vos connaissances, de votre expérience vécue, quelles sont les limitations du système juridique colonial pour faire avancer notre cause? Alors, je suis membre de la Fédération métisse du Manitoba, le MMF. C'est une forme de gouvernement autochtone. Nous avons récemment porté plainte pour discrimination systémique contre la province pour avoir abandonné, laissé de côté la population métisse dans la réponse à la crise de la COVID-19. Et le Premier ministre du Manitoba a affirmé récemment que le MMF cherchait simplement à obtenir de l'argent. Alors, je pense que ceci montre l'importance de recadrer la relation entre les gouvernements autochtones et les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. Donc, trouver une relation où nous pouvons tous travailler main dans la main pour avancer, aller de l'avant. Le MMF a dû recourir au système juridique pour y trouver des solutions pendant plusieurs décennies, avec la reconnaissance des Métis en tant qu'Indiens au titre de l'article 91-24 de l'acte de la loi de constitution. Le MMF a également dû saisir les tribunaux pour faire affirmer, faire reconnaître l'histoire entre les Métis et les gouvernements coloniaux de colons. En 2013, l'affaire de la Fédération métisse du Manitoba a amené la Cour suprême à reconnaître l'incapacité du gouvernement à donner des terres aux Métis conformément à la loi du Manitoba de 1870 qui garantissait 1,4 million d'hectares de terrain mis de côté pour les Métis. Mais le système juridique, même s'il nous apporte parfois des réponses, n'est pas la seule réponse. Ce n'est d'ailleurs pas toujours la meilleure réponse pour faire avancer la cause des peuples et nations autochtones. Alors, je pense à ma famille, à ma communauté et comment, à l'époque, c'était normal de bien connaître son identité métisse, mais de ne pas être autorisé à dire qu'on était autochtone. C'est une culture du secret, une culture de l'omerta qui a été transmise de génération en génération. Et il y a de très nombreux jeunes aujourd'hui, de maîtres à penser, d'aînés dans notre communauté qui luttent pour faire changer la situation, pour diffuser notre langue, notre culture, nos traditions et rétablir cette fierté d'appartenir à notre peuple. Nous devons nous rappeler les enseignements de nos ancêtres et être fiers d'où nous venons. Le Canada a agi délibérément pour éradiquer notre existence en tant que peuple à part entière. Par exemple, pendant le règne de la terreur, après la Confédération du Canada, 1000 soldats canadiens ont été envoyés pour pacifier les territoires métis et de nombreuses femmes métisses ont été violées, de nombreux hommes métis ont été assassinés par ces soldats canadiens. Et le système de certificat mis en place par le Canada, qui a été en opération en vigueur jusque dans les années 20, a également amené de nombreux Métis à se voir spoliés, dépossédés de leurs terres. Tout ceci a laissé des blessures profondes sur notre nation, y compris un sentiment de honte au sein de nos communautés. Alors, nous devons essayer de rétablir la fierté de nos enfants, leur fierté d'appartenir à cette communauté. Ces conséquences, cette rupture vis-à-vis de notre culture, nous devons trouver des solutions pour faire en sorte que tout ceci soit reconnu et dire que le système juridique peut être une source de solutions, mais pas uniquement. Naomi, est-ce que vous souhaitez poursuivre? Non, ça va, merci. Bien, nous allons donc vous rendre la parole. Beth, si vous souhaitez répondre à cette question. Alors, au Nunavut, notre tribunal sur les droits des personnes ne sont pas compétents à statuer sur les questions de fond, mais uniquement sur les questions de fait. Ce
qui fait que le tribunal du Nunavut pour les droits de la personne n'a rendu que 2 décisions depuis 2013. Alors, moi, je ne porterai jamais plainte auprès de ce tribunal. Parce que ça serait une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps, de ressources. Mais à part cette difficulté, le tribunal du Nunavut pour les droits de la personne a rendu donc 2 décisions depuis sa création en 2013. Si l'information est correcte, alors ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de violation des droits de la personne au Nunavut. C'est simplement qu'il y a un véritable manque d'accès à la justice au Nunavut. Dans les discussions qu'il y a eu un petit peu plus tôt, Lynn a parlé de vide juridique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vides juridiques au Nunavut. Alors, c'est difficile de penser, d'identifier un problème de façon isolée parce qu'il y en a tellement. Mais si on réfléchit aux moyens de résister, aux formes de résistance, le Nunavut est une juridiction à part qui permettrait de vraiment faire évoluer la cause des droits de la personne. J'espère qu'un jour, le droit au logement sera considéré comme un droit autochtone, comme un droit fondamental, que l'éducation sera reconnue également comme un motif prohibé de discrimination. Ce sont des causes qui m'enthousiasment. La crise du logement au Nunavut est issue de la création des logements au Nunavut. Les Inuits ont été contraints à s'installer dans des logements par les travailleurs de l'Hudson Bay Company et par la Gendarme royale du Canada. Alors, en fait, avant, ce peuple vivait de la terre, était autonome et produit, c'est que la Gendarmerie royale du Canada a massacré les chiens de traîneau des Inuits entre les années 50 et 70. Et les Inuits ne pouvaient donc plus se déplacer, ils ne pouvaient plus vivre de la chasse et sont devenus dépendants de l'économie salariée. Alors, tout ceci a été fait dans le but d'imposer la souveraineté canadienne au nord et dans les territoires inuits. Et en droit autochtone, cela a entraîné un devoir fiduciaire. Alors, ce modèle continue aujourd'hui, se poursuit et de nombreux logements sont proposés à la location par le gouvernement du Nunavut en échange de contrats d'emploi. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont recrutées par le gouvernement du Nunavut viennent souvent du Sud. Ils travaillent là quelques années et ensuite ils retournent dans le Sud. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés par la question, il y a un peu plus d'informations sur cette affaire du massacre des chiens de traîneau. Une enquête a été faite par la commission Vérité Kekstani et le gouvernement fédéral a pendant longtemps refusé sa responsabilité dans cette affaire jusqu'à l'année dernière, jusqu'en août 2019, où le gouvernement s'est officiellement excusé et s'est engagé à financer des projets de revitalisation culturelle sans toutefois faire mention de la façon dont il a été directement impliqué dans cette affaire et le rôle actuel de cette crise du logement qui se poursuit.
Alors, pour revenir à l'éducation, à l'enseignement et la possibilité que ça soit vu comme un motif prohibé de discrimination, alors ce n'est pas le cas encore au Canada. L'accord du Nunavut exige toutefois des services gouvernementaux de mettre en œuvre des plans d'emploi inuits visant à développer l'emploi, le recrutement des Inuits. Mais cela doit passer notamment par la suppression de la discrimination systémique en proposant des programmes d'éducation secondaire au Nunavut. Et en fait, nous sommes la seule juridiction qui ne dispose pas d'une université. Donc, le Nunavut est résolument une juridiction où il y a beaucoup à faire, où il y a un véritable potentiel. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, bon nombre de ces problèmes systémiques sont normalisés au nord, tandis que la population lutte, se bat pour survivre et s'adapter à ces difficultés plutôt que d'essayer d'exploiter la loi pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Beth. Alors, avant d'ouvrir les questions-réponses, est-ce que quelqu'un souhaite partager quelques remarques pour conclure? Non, personne? Bien, nous allons donc ouvrir les questions-réponses. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé modérer cette conversation. Vous êtes des femmes autochtones très inspirantes. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Je pense que tout le monde a beaucoup appris à l'occasion de cette conversation. Alors, je vais essayer de lire les questions qui ont été saisies. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenantes, n'hésitez pas. Et si l'une d'entre vous souhaite répondre, voilà, n'hésitez pas. Pensez-vous qu'il y ait une volonté des cours du Canada, sachant qu'elles existent, donc pour interpréter et appliquer le droit colonial, pensez-vous qu'il y a cette volonté d'entendre les demandes des peuples autochtones avec leurs traditions, leur système, et comment cela pourrait fonctionner? Alors, John Bros a parlé de cette nécessité d'aller au-delà du droit autochtone, d'aller au-delà de cette perspective autochtone et de ne pas s'appuyer simplement sur la preuve, mais sur le droit dans son ensemble. En tout cas, il y a eu des cas où, des affaires où le droit autochtone a été interprété et appliqué, alors avec plus ou moins de succès. Il y a eu l'affaire sur laquelle a statué la Cour d'appel, l'affaire sur les réserves, où elle a été amenée à interpréter les traités sur les Indiens. Donc, oui, c'est un domaine sur lequel il y a encore du travail à accomplir, où les avocats canadiens, les juges pourraient améliorer leur compréhension de comment cela fonctionne. Je crois que la Cour fédérale avait à une époque un programme de droit autochtone à l'intention de son personnel, mais je ne sais plus si c'est toujours en cours. Merci beaucoup, Naomi. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre à cette question ou est-ce qu'on passe directement à la question suivante? Bien. Alors, une question qui s'adresse à Beth. J'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a l'espoir d'intégrer la loi autochtone, le droit autochtone dans le droit canadien et si cela pourrait permettre de lutter contre l'oppression et la discrimination envers les peuples autochtones. Alors, c'est une question très, très intéressante, une immense question, mais à l'heure actuelle, quand on voit le discours actuel, je pense que
les prisons, par exemple, devraient être abolies. Donc, je ne sais pas si les deux systèmes peuvent être intégrés à l'heure actuelle, s'ils peuvent être fusionnés. Déjà, il y a un manque de ressources. Ici, au Nunavut, il n'y a pas de centre d'accompagnement, de centre de désintoxication. Il n'y a pas d'accompagnement des personnes en situation de crise, ni même d'accompagnement de manière générale. Nous n'avons presque aucune ressource. Donc, pour commencer, je m'attaquerai à la question du financement. Je financerai nos communautés. Alors, pour ce qui est du système pénal canadien, je ne sais pas s'il y a vraiment du potentiel pour l'améliorer. Il faudrait le réformer en profondeur. Mais je commencerai déjà avec le droit criminel. Naomi a dit à quel point la question de la représentation des personnes autochtones dans le droit était importante. Et effectivement, je pense que c'est le cas dans la question du droit criminel au Canada. Je- Parce que pour l'instant, les personnes autochtones n'ont aucun intérêt à faire confiance à ce système criminel, à ce système pénal. Il faut qu'ils y soient représentés éventuellement, mais il faut qu'ils puissent faire à leur façon, car ils ont une façon de penser très différente. Donc, je ne sais pas tout à fait comment on pourrait fusionner les deux systèmes. Je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler en tout cas. Merci, Beth. Lynn, on a une question pour toi. Selon toi, qu'est-ce que les avocats pourraient faire pour que une plaignante autochtone vive mieux les choses? Qu'est-ce que Lynn du Canada nous a déjà fourni une réponse, mais je souhaiterais connaître ton point de vue. Alors, merci pour cette question. J'étais dans une situation très difficile et c'est de là que je pars, tout simplement parce que, vous savez, le savoir ancestral est valide. Et la première chose que je souhaiterais citer aujourd'hui, c'est l'argent. C'était ça le premier problème. Je n'avais pas l'argent nécessaire, vous savez, pour payer les avocats, et le ministre de la Justice a un budget colossal. Et il me semble qu'ils ont dépensé 1 million de dollars pour contester mon affaire. Donc, ils ont des ressources colossales. Et, et lorsque les clients n'ont pas d'argent pour payer leur avocat, eh bien, la relation n'est pas la même chose. De même que la relation n'est pas la même lorsque les clients payent les avocats. Donc, si j'en avais eu l'opportunité, j'aurais levé des fonds, mais j'étais en train de faire un doctorat et j'ai été manipulée. Donc, je pense que pour répondre à cette question, je pense que ce sont les ressources financières qui font toute la différence de mon point de vue. Oui, c'est un sujet très important, en effet. Une autre question est arrivée, très intéressante. Comment est-ce que les formateurs juridiques peuvent donc aider les étudiants à devenir des alliés alors qu'ils n'en sont qu'au début de leur parcours? Est-ce que je ne sais pas si la faculté de droit donc vous donne l'opportunité véritablement de vous décoloniser? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, je peux répondre. Alors, de par le passé, je comprends ce que tu dis, Brian, de par le passé. On avait l'impression que, bon, voilà, dès qu'on est un autochtone, on est entouré de toutes ces lois, mais il y a des universités qui sont en train d'agir
Et ils essaient donc de changer les choses, mais les travaux sont en cours, hein, rien n'est parfait. On a essayé de faire plusieurs choses. On a un cours obligatoire pour les étudiants de première année. Encore une fois, ce ne sont pas des mesures parfaites, mais nous essayons de trouver des moyens pour faire en sorte que les étudiants se penchent sur des questions autochtones. Mais bon, les travaux sont en cours. Un ami m'a demandé ce qui pouvait marcher le mieux. Mais vous savez, quelquefois, étant donné que les sujets sont très difficiles, les colons tournent les yeux et essaient plutôt de se penser sur la psychologie sociologique. Mais donc certaines tentatives ont été faites, elles n'ont pas eu de succès, mais je pense quelque part que l'on peut se tourner vers ces solutions, avoir une représentation pour les universitaires autochtones. Ça peut être important, mais je pense que les universités peuvent encore faire ou encore beaucoup de travail à faire, mais ce travail et ce genre de mode de pensée doit être traité très tôt. Lynn, merci pour la question et merci pour cette opportunité. Donc, j'ai créé un concept qui s'appelle suivre la tortue. Ce que je signifie, c'est que si nous souhaitons l'égalité pour tout le monde, eh bien, nous allons nous retrouver nous allons nous tourner vers la personne la plus oppressée, celle qui marche plus lentement, et nous allons devoir la pousser. Donc, il nous faut suivre la tortue. Il faut que tout le monde suive la tortue. Et lorsque la tortue sera libérée, tout le monde sera libéré. Merci, Lynn. Question suivante. J'espère que tout le monde pourra y répondre. Chacun pourra donner son point de vue. Quelle est votre relation et votre vision du féminisme? C'est un sujet que nous n'avons pas abordé en profondeur, mais si vous souhaitez partager vos commentaires avec nous, n'hésitez pas à prendre la parole. Lynn? Bien sûr. Alors, je ne suis pas une féministe parce que on me le dit souvent, mais on me dit souvent que je suis féministe et je dis non, je ne suis pas féministe, je suis indigéniste. Alors, le féminisme ne m'a pas servi en tant que personne soumise à des discriminations intersectionnelles. Je dis que c'est important que je ne sois pas féministe tout simplement parce que le savoir autochtone est plus proche du droit naturel. Voilà pourquoi je dis que je suis une autochtone. Nous, sommes préoccupés par l'être humain. Nous ne sommes pas préoccupés par l'être humain, mais plutôt par les arts, par la nature. Donc, les indigènes sont plus proches du droit naturel. Quelqu'un d'autre a des commentaires sur le féminisme? Je vais peut-être, moi, répondre à cette question parce que j'ai eu un peu de mal avec cette étiquette du féminisme et j'ai un peu eu du mal aussi avec la façon dont les mouvements féministes ont été donc repris par les femmes. Et cela peut être source de violence pour nos communautés. Donc, j'ai une relation assez compliquée vis-à-vis du féminisme, mais je pense qu'il est bon d'en parler. Voilà une dernière question et je veux entendre le point de vue de tout le monde sur cette question. C'est une belle façon de conclure. Ce qui vous donne de l'espoir et vous donne envie d'avancer et de continuer? Je peux répondre. Je suis une nouvelle venue, une nouvelle recrue dans la profession, donc je pense que c'est normal que j'ai beaucoup d'espoir. Mais vous savez, les jeunes autochtones qui se trouvent dans tout le Canada et moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'ils se mobilisent et qu'ils fassent entendre leur voix sans scrupule.
et avec tous leurs rêves. Je veux les voir, donc je les vois suivre leurs rêves et imaginer ce que nos territoires, à quoi nos territoires pourraient, à quoi nos territoires pourraient ressembler. Eh bien, tout ça, cela me donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus, une volonté beaucoup plus forte qu'avant de s'attaquer à ces défis d'un point de vue de l'Alliance. Et cela me donne beaucoup d'espoir. Je me dis qu'ensemble, nous pouvons effectuer ce dur labeur et changer les choses. Merci, Elana. Qui souhaiterait prendre la parole? Peut-être Naomi? OK. Je ne suis pas, je ne suis pas mère, mais j'ai ce sens de la maternité, cet instinct maternel vis-à-vis de mes étudiants et il y a plusieurs étudiants autochtones parmi mes étudiants. Et c'est vrai que les voir prospérer, les voir avancer me donne de l'espoir. Et on a ajouté des cours sur la cause autochtone. Et donc, je vois cet ajout de cours, je vois les étudiants réfléchir à ces problématiques. Et, et je me rends compte que ces étudiants, vous savez, ont une façon bien plus articulée de voir le système judiciaire Canada. Quand j'étais à l'université, on ne parlait pas de la doctrine de la découverte, alors que aujourd'hui, les étudiants en parlent. Et lorsque j'entends parler, je suis ravie. Je vois donc que la nouvelle génération a beaucoup plus de connaissances en matière de lois autochtones et cela me donne de l'espoir. Lynn, merci pour cette question. C'est une question assez difficile pour moi, vous savez, et je dois y répondre avec vigilance parce que les modèles sont très importants dans la culture indigène, mais il y a un enseignement très beau qui me donne beaucoup d'espoir. L'eau et l'air sont nés avec notre savoir parce qu'ils sont très proches de notre Créateur. Les arbres, eux aussi, ont beaucoup de savoir. Ils sont nés très proches du Créateur. La nature a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais les êtres humains, nous, on était un petit peu plus loin du Créateur. Et c'est pour cette raison que nous sommes plus pathétiques. Et l'un des enseignements que j'ai appris, c'est qu'en tant qu'être humain, nous devons continuer à essayer. Nous sommes pathétiques, mais c'est dur d'être un être humain. C'est le fondement. C'est plus dur d'être un être humain parce que nous avons moins de savoir que les arbres, moins de savoir que ce qui nous entoure. Nous devons donc continuer de tenter notre chance. Et cet enseignement me donne de l'espoir. Merci, Lynn. Et Beth? J'aime bien cette question. Je pense qu'elle nous rappelle qu'il faut avoir de l'espoir, alors que moi, je suis plutôt assez cynique. Comme Alana, selon moi, les jeunes autochtones sont fabuleux. Je les vois aujourd'hui être fiers de ce qu'ils sont, de leur culture. C'est magnifique. Surtout les bébés, ils sont tellement mignons. Je ne sais pas, j'ai du mal à répondre à cette question de manière à ce que ma réponse soit proche de ce que je suis. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt,
Les problèmes de logement et de chômage, ce sont des problématiques qui m'enthousiasment parce qu'il y a un potentiel de changement. Si vous viviez au Nunavut, vous ne verriez pas nécessairement ce potentiel, mais lorsque j'examine la loi, je vois ce potentiel. Il nous faut tout simplement euh, avoir les bons arguments, trouver les bonnes affaires. Je ne suis pas sûre de savoir qui est dans la meilleure et le mieux placé pour faire ça, mais ce sont des choses qu'il va falloir faire un jour. Yeah, I guess it's there's only going up from here. I don't know. I don't know. Voilà, je ne sais pas. Merci, Beth. Je pense que ce qui me donne de l'espoir, ce sont ces rires que nous arrivons encore à avoir et je repense à mes tantes, à mes nièces, à mes neveux. Nous rions, nous passons du temps ensemble, la façon dont nous rions, dont nous remplissons l'espace où nous nous sentons véritablement nous-mêmes. Il est très difficile d'être à 100% autochtone dans cette société, même au sein de ce panel. Vous avez parlé d'expériences qui vous affectent de manière très personnelle, mais nous parvenons quand même à sourire. Donc, on peut continuer à rire ensemble. On a de la force, de la résilience et c'est ça qui me donne de l'espoir. Merci à toutes pour avoir été présentes et avoir participé à ce panel aujourd'hui et avoir donné autant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brianne. Je remercie toutes nos intervenantes pour cette discussion aussi intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de points à retenir et sur lesquels réfléchir. Je vous remercie toutes d'avoir pris le temps de passer du temps avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez toutes les ressources qui ont été partagées sur le chat de Zoom et sur celui de YouTube et nous allons mettre un lien qui vous dirigera vers l'article d'Alana Robert. Vous pouvez également consulter le site web du Fonds d'action du FAEJ. Je vous remercie d'avoir participé au panel d'aujourd'hui et bonne soirée à tous.